Le président, veuillez vous asseoir. Les débats reprennent. La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Saosaron, nous parlions du télégramme que vous aviez envoyé le 23 avril 1978, lequel sollicitait un avis de la part du frère pour savoir s'il fallait armer les gens du secteur. Qui était le frère dont vous sollicitiez l'avis? Réponse. Je demandais l'avis de Pol Pot. Question. En faisant rapport à Pol Pot, vous indiquiez qu'auparavant, il y avait des éléments compliqués dans le secteur et qu'ils avaient tous été désarmés. Qui étaient ces éléments compliqués dans le secteur, lesquels avaient été désarmés? Réponse. Les forces armées dans les bases n'étaient pas armées. Ce n'était pas comme quand elles étaient en mission. Question. Quand vous dites qu'auparavant, il y a eu des éléments compliqués dans le secteur, à qui faisiez-vous allusion? Réponse. Je ne comprenais pas bien. Je ne savais pas ce que c'était que ces questions compliquées. L'accusation. Je voudrais donner lecture d'un extrait du 3e PV d'audition, E3-384, Ankmer ERN 00-345 905, en anglais 00-348 374 et en français 00-354 238. Je voudrais faire afficher ça à l'écran. Le président, allez-y. L'accusation. Monsieur le témoin, quand vous avez été interrogé sur ce télégramme par les juges d'instruction concernant cette partie du télégramme, voici ce que vous avez dit, je cite. En 1977, quand je travaillais au district de Pegda, j'ai entendu dire que certains membres du personnel du bureau Cassès s'étaient enfuis. Avant cette fuite, certaines armes avaient été retirées car le district était en paix. Mais après cette fuite, il y a eu un désarmement complet. Fin de citation. Confirmez-vous la véracité de ces déclarations?
Réponse. Oui. La situation était telle que je l'ai décrite à l'intention des coachs d'instruction. Question. Ces éléments compliqués du secteur qui avaient été désarmés étaient-ils en rapport avec l'événement dont on a parlé hier? Ou bien étaient-ce des cadres du bureau K16 qui s'étaient enfuis vers le Vietnam? Réponse. Effectivement, ces gens s'étaient enfuis au Vietnam et j'ai mentionné cet incident devant les co-juges d'instruction. Question. Dans votre déclaration, vous dites qu'après cette fuite, il y a eu un désarmement complet. Est-ce que cela concernait un district particulier? Réponse. Je ne peux pas donner d'autres précisions. C'est ainsi que je comprenais la situation à l'époque. L'accusation. Merci. Avez-vous reçu une réponse de Pol Pot à cette question? Réponse. Je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous donner lecture de cette déclaration? L'accusation. Je peux le faire si vous ne vous en souvenez pas, mais avant cela, est-ce que vous vous souvenez si Pol Pot a répondu à votre question lorsque vous lui demandiez s'il fallait armer des éléments dans le secteur? Réponse. Oui, il a répondu à ce sujet. Question. Qu'a-t-il répondu? Réponse. Il a dit qu'il fallait les armer. Et c'est tout. Question. Vous a-t-il dit quoi que ce soit concernant un éventuel contrôle des gens qu'il fallait armer? Réponse. Non, il n'a pas donné d'autres précisions. Le procureur. Monsieur le Président, si je pouvais citer un passage de la troisième audition du témoin E3/384. C'est un extrait de l'ERN en Khmer 00 345 905, en anglais 0034 83 74 et en français 00 35 42 38. S'il était possible d'afficher cette page à l'écran. Le président. Allez-y. Le procureur. Quand on vous a posé des questions sur le deuxième paragraphe de ce télégramme, vous avez dit la chose suivante. Question. Qu'en est-il au point 2 du télégramme 54? Réponse. Dans les instructions de Pol Pot, en réponse, il dit qu'après remettre des armes, il fallait faire
la surveillance et attaquer tout de suite si l'on rencontrait des Vietnamiens. Est-ce que vous confirmez cette déclaration de votre part? Réponse. Oui. C'est le cas en effet. Si l'on apercevait des Vietnamiens, il fallait initier le combat. Question. Comment Pol Pot vous a-t-il communiqué cette instruction? Réponse. Je ne me souviens pas. Cela fait très longtemps et je ne me sens pas bien. Le procureur. Je vais passer à l'autre partie du paragraphe, Monsieur Sanson. Toutefois, si vous ne vous sentez pas assez bien pour déposer, veuillez en informer le président pour qu'il puisse prendre la décision qui s'impose. Ou veuillez en informer votre conseil. Pouvez-vous poursuivre cet interrogatoire, Monsieur le témoin? Réponse. Depuis que j'ai été malade, ma mémoire s'est affaiblie. Et j'ai déjà fait des déclarations devant les juges d'instruction. Mais je ne me souviens pas de la grande partie de ce dont on parle. Le procureur. Bon, Monsieur Sansaroun, je vais citer l'autre paragraphe de ce télégramme. Laissez-moi d'abord vous lire la première partie. Qui lit comme suit. Vous dites, paragraphe 3. La question de la situation à l'intérieur du parti. Le camarade Sot chef de l'unité de réparation, a commis un délit d'inconduite morale avec une jeune femme. À l'heure actuelle, elle a été arrêtée. On a arrêté à la fois l'homme et la femme. Ce camarade a déjà été impliqué dans les aveux du traître, le méprisable Chun. À l'époque, le secteur avait surveillé ses activités, mais maintenant il a commis cette inconduite morale. Il a été arrêté et détenu. J'aimerais d'abord vous demander, vous souvenez-vous de cet événement avec le camarade Sot et une jeune femme avec qui il avait commis un délit d'inconduite morale? Réponse. Oui, je m'en souviens. Ils ont été arrêtés et interrogés. Et nous ont dit qu'ils n'avaient pas commis de délit d'inconduite morale. Donc nous avons rééduqués, puis ils ont été relâchés. Let me start with the reference in here. Question. Laissez-moi commencer par la référence dans ce paragraphe que vous faites au camarade Sot, ayant déjà été impliqué dans les aveux de Chun. Tout d'abord, le Chun dont on parle ici, c'est la même personne dont nous parlions plus tôt aujourd'hui. N'est-ce pas? S'agit-il du même Chun qui était chef du bureau du commerce du secteur avant son arrestation?
Réponse. Oui, c'est le même Chun. Chun. Now, in your telegram, Question. Dans votre télégramme, vous indiquez que le camarade Sod avait été mis en cause dans les aveux de Chun. Comment aviez-vous appris que Sot avait été mis en cause dans les aveux de Chun? Réponse. Quand Sot a été arrêté, nous l'avons interrogé et il a dit qu'il avait été mis en cause dans des aveux. Mais il n'était pas du tout mis en cause dans l'affaire de Chun. Il avait été mis en cause dans cette affaire d'inconduite morale avec une jeune femme. Et après tout cela, c'était clair. Question. Pourquoi faites-vous référence à... Appelez-vous Chun un traître dans le 3e paragraphe de ce télégramme? Réponse. Je n'ai pas dit cela à l'époque. Je n'ai jamais dit que telle ou telle personne était un traître. Mr. Witness, Le procureur. Monsieur le témoin, avant que survienne cet événement où Sot, enfin avec Sot et cette femme, aviez-vous reçu les aveux de Chun ou des informations quant à qui avait été mis en cause dans les aveux de Chun? Réponse. Non. Monsieur le Président, dit le procureur, nous aimerions citer maintenant un passage de cette 3e audition, document E3/384, à l'ERN en Khmer 0034 59 03, ERN en anglais 0034 8372 à 75 72 à 73, et en français 00 35 42 36. Si l'on pouvait afficher cette page à l'écran. Le Président. Je vous en prie. Le procureur. Monsieur Saosoron, dans cette déclaration que vous avez faite au juge d'instruction, vous avez dit la chose suivante. Question. Avez-vous jamais lu les aveux de Chun? Réponse. Je ne les ai jamais lus. Question. Si vous ne les avez jamais lus, comment saviez-vous? Réponse. Je l'ai su de Pol Pot, qui m'a envoyé un télégramme directement, dans lequel il disait que Sot avait été mis en cause dans les réponses de Chun. C'était environ 10 jours avant que j'arrête Sot. Avez-vous dit la vérité à ce moment-là? Réponse. Oui, c'est la vérité. Question. Il est donc exact que Pol Pot vous a envoyé un télégramme dans lequel il vous disait que Sot avait été mis en cause dans les aveux de Chun. Est-ce exact? Réponse. En effet. Mr. Witness, what actions or measures Question, monsieur le témoin.
quelles étaient les mesures que vous deviez prendre quand le centre vous informait que des gens dans votre organisation avaient été mis en cause comme traîtres potentiels? Que deviez-vous faire lorsque l'on vous en informait? Réponse. Je n'ai pris aucune mesure. Question. Dans votre télégramme, Monsieur Saoun, qu'après avoir su que le camarade Sott avait été mis en cause dans les aveux de Chun, le secteur a surveillé ses activités. Comment le secteur a-t-il surveillé les activités du camarade Sott après que vous ayez su qu'il avait été mis en cause dans les aveux? Réponse. Il n'y a pas eu de surveillance. Après qu'il ait été mis en cause, nous l'avons interrogé. Il n'avait participé à rien. Enfin, il y avait un délit d'inconduite morale allégué. Nous l'avons éduqué et ensuite nous l'avons relâché. Question. Et comment avez-vous su que le camarade Sott avait supposément commis un délit d'inconduite morale avec une jeune femme? Comment l'avez-vous appris? Réponse. C'est son groupe qui en a fait rapport, sinon je ne l'aurais jamais su. C'est son unité qui l'a dénoncé. Et on m'en a fait part. Question. Après que l'on vous en a informé et que le camarade Sott et la jeune femme ont été détenus, ont-ils été interrogés sur ce sujet? Réponse. Nous ne les avons pas interrogés sur quoi que ce soit d'autre, seulement le sujet de cette inconduite. Question. Et pour que ce soit clair, quel était ce sujet sur lequel vous les avez interrogés? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, ils n'ont pas été interrogés sur quoi que ce soit d'autre. La seule question sur laquelle on les a interrogés était en lien avec l'inconduite morale. Et il a nié avoir commis quelques délits d'inconduite que ce soit, et il a été relâché. Et c'est tout. What was the Question. Quel était cet acte immoral qu'on lui reprochait? Réponse. Je ne savais pas grand-chose. Je ne connaissais pas bien la nature des allégations. Le président. Si je puis citer une fois de plus le procès verbal de la troisième audition du témoin, E3-384, aux ERN, en Khmer 0035 345905, 04, se reprend l'interprète, anglais 00348373 et en français 0035 42 37. Et les afficher à l'écran. Le président. Oui.
procureur, j'aimerais vous citer votre déclaration. Je cite. Question. Pourquoi Sot est tombé en amour avec cette jeune femme et pourquoi a-t-il été arrêté? Réponse. Parce qu'il était déjà marié. Donc, est-il exact que l'acte d'inconduite morale qu'on reprochait à Sot et qui avait mené à son arrestation était qu'il avait une relation avec cette femme? Réponse. Oui, il avait déjà une femme. Il était déjà marié et pourtant a eu une relation avec une autre femme. Question. Qui vous a donné l'instruction de considérer une liaison hors mariage devait être considérée comme un acte immoral? Qui vous l'a dit? Réponse. Je ne m'en souviens pas, ça m'a fait si longtemps. Tout ce que je savais, c'est qu'on lui reprochait un délit d'inconduite morale. Question. Vous avez dit que le camarade Sot et la jeune femme qui avait été interrogée sur cet acte immoral, qui a mené l'interrogatoire en question? Réponse. Un groupe s'en est occupé. Question. Et qui formait ce groupe? Réponse. Je ne les connaissais pas. Je ne connaissais aucun des membres de ce groupe. On m'a dit qu'il y avait des allégations qui pesaient contre lui, et c'est tout. Question. Où le camarade Sot a-t-il été arrêté? Réponse. C'était dans le secteur. Non, ce n'était pas une véritable arrestation, il a simplement été détenu. Question. Et où a-t-il été détenu? Était-ce au centre de sécurité K11 que vous avez déjà évoqué? Était-ce au centre de sécurité de Phnom Creo? Ou au K17? Pouvez-vous nous dire où il a été détenu? Réponse. Il a été détenu. Ça veut dire qu'il ne pouvait sortir de son unité. C'est tout. Question. J'aimerais maintenant citer la suite de votre télégramme. Après la description des événements autour de camarade Sot. Les traductions en anglais et en français diffèrent. C'est pourquoi je demanderai à mon confrère cambodgien de lire l'original en khmer. Et je reprendrai ensuite l'interrogatoire, avec la permission de la Chambre. And just so we're clear, that the sentence. Pour qu'il soit bien clair, c'est la phrase qui suit le troisième paragraphe. Le président. Oui, allez-y. Le procureur national. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais les dire. Au sujet de cette situation, veuillez donner votre opinion.
quelle mesure dois-je prendre et où dois-je envoyer? So the question I'd like to ask you is, why was Le procureur international. Pourquoi demandiez-vous à Pol Pot à quel niveau il fallait détenir, où il fallait l'envoyer? Pourquoi demandiez-vous l'opinion de Pol Pot? Réponse. Je ne comprends pas bien cet extrait. Pourriez-vous le relire, s'il vous plaît? Le procureur cambodgien, je vais le lire une fois de plus. À propos de cette question, veuillez donner votre opinion. À quel niveau il faut garder cette personne ou où doit-il être envoyé? So my question is very simple. Can you tell Le procureur international. Pourquoi avez-vous posé cette question à Pol Pot? Réponse. Car il avait été arrêté, détenu. Et on ne peut pas nécessairement envoyer la personne à l'échelon supérieur. Je devais demander l'avis de l'échelon supérieur, à savoir où je devais envoyer cette personne qui était détenue. Cette personne avait commis un acte immoral allégué et je devais savoir de l'échelon supérieur quoi faire. Question. Et en réponse à ce télégramme, avez-vous reçu des instructions de l'échelon supérieur sur ce que vous deviez faire? Réponse. Oui. L'échelon m'a répondu. Qu'il s'agissait d'un acte immoral et que je devais les rééduquer. Question. Et qui a répondu à votre télégramme de l'échelon supérieur? Réponse. C'était M. Pol Pot. Do you recall Question. Vous souvenez-vous, quand Pol Pot vous envoyait des télégrammes, quelle était la signature? Signait-il de son nom? Y avait-il un alias ou un nom de code? Réponse. Il l'écrivait lui-même. Le procureur. Je vous remercie. J'aimerais vous poser quelques questions sur la question du pouvoir, de l'autorité. Des détenus accusés d'être des traîtres ou d'avoir trahi le parti, aviez-vous le pouvoir de décider de ce que vous deviez faire avec cette personne ou deviez-vous obtenir l'approbation des dirigeants à Phnom Penh? Réponse.
Avant de m'occuper du bureau, 4 ou 5 personnes avaient été détenues. Je les ai fait interroger et ils n'étaient pas impliqués dans cette question. Il y avait quelque chose relatif à la famille, c'est pourquoi j'ai demandé l'avis de l'échelon supérieur, et Pol Pot a répondu qu'en raison des circonstances, il devait être relâché. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est tout. And in the case of people who had been accused of Question. Ceux qui étaient accusés d'être des ennemis ou d'avoir trahi le parti, qui avait le pouvoir de décider s'ils devaient être relâchés, détenus ou exécutés? Réponse. Aucune des personnes interrogées aurait dû être exécutée. C'était des allégations simples, mais ce n'était pas relié à une trahison. Le procureur. Monsieur le Président, si je puis citer le 3e procès-verbal, le 3/384, ERN en Khmer 00 34 59 04, en anglais 00 34 83 73 et en français 00 35 42 37. J'aimerais pouvoir afficher cette page à l'écran. Le président. Monsieur le témoin, dans votre déclaration, au juge d'instruction, vous avez dit la chose suivante. Question. Pour quel cas aviez-vous le droit de libérer vous-même les gens? Réponse. Les cas relatifs aux meurtres sans importance, comme des bagarres ou des conflits dans la base. Et c'était des cas sans rapport avec la politique ou la trahison au parti. Question. Que signifiaient les cas politiques ou les cas de trahison du parti? Réponse. Par exemple, des personnes qui collaboraient avec l'envahisseur Yun ou les ennemis, à savoir les ennemis vietnamiens. Monsieur le témoin, confirmez-vous la véracité de cette description de la division du pouvoir entre vous et les dirigeants à Phnom Penh? Réponse. C'est exact. Question. Si vous avez écrit à l'encart au sujet du camarade Sot, et si vous avez demandé l'avis de l'encart, était-ce parce qu'il avait été dénoncé comme étant un ennemi dans les aveux de Chun? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se serait produit s'il n'avait pas été dénoncé et s'il avait seulement été accusé d'inconduite morale. À ce moment-là, est-ce que vous auriez signalé la question à l'encart, ou bien est-ce que vous l'avez fait uniquement parce qu'il avait été accusé d'être un traître? Réponse. Je lui ai posé la question, mais je n'ai rien découvert ayant trait à une quelconque trahison. Il s'agissait de fautes mineures. Par exemple, des problèmes avec les femmes et ce genre de choses. Thank you. Question. Merci, Monsieur Savsaroun. Je passe
à un autre point. Il s'agit de déplacements vers Phnom Penh et de réunions à Phnom Penh en 1978. Vous avez déjà parlé de certains de vos rapports écrits et télégrammes. Après le moment où on vous a demandé de reprendre les fonctions de Neng, vous avez parlé d'un voyage que vous aviez fait à Phnom Penh, au cours duquel Pol Pot vous avait dit de reprendre les fonctions de Neng. Plusieurs mois plus tard, vous souvenez-vous être à nouveau allé à Phnom Penh? Réponse. Cela remonte à bien longtemps. J'ai oublié. Depuis ma maladie, j'ai des pertes de mémoire. Question. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire en lisant un extrait de votre premier PV d'audition. Document E3/367. Le Rhénan-Khmer est le suivant. 00251 439. En anglais, 00278 696 et en français 00486 011. Je demande à ce que cet extrait soit affiché à l'écran. Le président. Allez-y. L'accusation. Durant votre première audition, voici ce que vous avez dit. Je cite. Environ 2 ou 3 mois après la mort de Laing et de Kampoun, j'ai reçu un télégramme de Pol Pot convoquant les cadres à une réunion. Il y avait 6 cadres, y compris Ta Vieng, Ta Lorc, Ta Kim, Ta Lan, Ta Sopia et moi-même, qui étions convoqués à une réunion à Phnom Penh. Est-ce que vous confirmez la véracité de ces propos? Réponse. Oui. Effectivement, nous avons été convoqués à une réunion. Question. Lorsque vous êtes allé à Phnom Penh avec ces gens, de quelle façon y êtes-vous allé? Réponse. Je n'ai pas bien compris la question. Pouvez-vous répéter? Question. Quand vous êtes allé à Phnom Penh, est-ce que vous avez à nouveau pris l'avion? Réponse. Je ne me souviens pas si j'ai pris l'avion ou le bateau pour aller à Phnom Penh. Question. Vous avez reçu un télégramme de Pol Pot, dans lequel celui-ci vous convoquait à la réunion. Est-ce que ce télégramme mentionnait l'identité des gens que vous deviez emmener avec vous, ou bien est-ce que c'est vous qui avez décidé quels étaient les cadres du secteur qui devaient vous accompagner à cette réunion? Réponse. Tel était l'ordre émanant de tout en haut, de Pol Pot. Je n'étais pas habilité à convoquer à la réunion telle ou telle personne.
Question. Parmi les gens que vous avez mentionnés, certains ont déjà été évoqués par vous-même. Il y a des nouveaux noms. Vous dites qu'une des personnes convoquées pour aller à Phnom Penh avec vous était Takim. Qui était-ce? Réponse. Takim était un membre de la 920e division. Question. Était-il secrétaire adjoint de la 920e division en dessous de Tassan? Réponse. Oui. C'était l'adjoint de Tassan. Question. Nous avons déjà entendu le nom de Vieng. Quelle fonction exerçait-il en 78? Réponse. Il était chef de bataillon. Question. La plupart des gens qui ont été convoqués pour vous accompagner étaient-ils des militaires du secteur 105 ou de la 920e division? Réponse. Oui. Question. En arrivant à Phnom Penh, qui avez-vous rencontré? Réponse. Nous avons rencontré Pol Pot. Question. Vous souvenez-vous avoir rencontré d'autres dirigeants, hormis Pol Pot? Réponse. Je n'ai rencontré aucun autre dirigeant. Le procureur. Monsieur le Président, je voudrais lire un extrait du premier PV d'audition, document E3/367. La page en khmer est la suivante: 00251 439. En anglais, ERN 00278 696. Et en français, 00 486 011. J'aimerais afficher ça à l'écran. Le Président, allez-y. Le procureur. Au juge d'instruction, vous avez parlé de cette réunion. Voici ce que vous avez dit. Je cite. Nous 6 avons pris l'avion pour aller rencontrer Khieu Samphan alias Hem, Son Sen alias Khieu, Nuon Chea et Pol Pot dans le bureau de Pol Pot derrière le Palais Royal. Est-ce que cela est exact, monsieur le témoin, quant aux personnes que vous avez rencontrées à Phnom Penh? Le Président. Témoin, veuillez attendre. Il y a une objection de la défense. Je vous en prie, maître. Je ne sais pas si c'est vraiment une objection, Monsieur le Président, mais je voudrais signaler que d'après les vérifications qui ont été effectuées par mon équipe, il semble qu'il y ait sur ce passage et sur d'autres des problèmes de retranscription du PV de ce témoin. Et je pense qu'il est le moment pour moi de le signaler, notamment sur l'attribution d'un alias.
Le président. Je vais donner la parole au juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Maître Verken, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis pour la Chambre? Vous faites état de difficultés, enfin de différences, mais différences par rapport à quoi? Par rapport à l'enregistrement audio? Et est-ce que vous pourriez être un peu plus précis quant à ces divergences entre l'enregistrement audio et la transcription écrite, le procès-verbal écrit? De quelle divergence est-il question? La divergence porte effectivement, monsieur le juge, entre l'enregistrement audio de l'entretien de ce témoin avec les enquêteurs des juges d'instruction et la retranscription qui en a été faite dans le procès-verbal d'audition. Il semble que dans les enregistrements audio, ce soit les enquêteurs ou l'enquêteur qui interroge cette personne, qui suggère très clairement l'alias de mon client et non pas le témoin qui en parle. Malheureusement, il s'agit d'un audio. Je peux vous donner les références exactes sur l'audio lui-même, mais je n'ai pas la traduction, enfin je n'ai pas le transcrit écrit de cet audio. Je n'en dispose pas. Donc ce sont des vérifications que nous avons effectuées à partir de l'audio. Alors pour information, sur l'enregistrement concerné, ce passage intervient au bout d'1 heure, 26 minutes et 30 secondes. Donc si je comprends bien ce que vous voulez nous dire, c'est que l'alias de M. Kesampan aurait été suggéré et n'aurait pas été indiqué spontanément par le témoin. C'est exactement ça, monsieur le juge. Le président. La parole est au coprocureur. Pourriez-vous répéter la dernière question? Apparemment, le témoin ne s'en souvient pas. L'accusation. Merci, monsieur le président. Puisque les alias ne sont pas visés par ma question, voici comment je vais poser la question. Quand Voussis est allé à Phnom Penh, est-ce exact que vous avez rencontré comme dirigeant Kesampan, Son Sen, Nguyen Choa et Pol Pot, comme vous l'avez dit au juge d'instruction? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Combien de temps a duré votre réunion avec Kesampan, Nguyen Choa, Son Sen et Pol Pot? Réponse. La réunion a duré une matinée. Question. Quant à l'endroit où la réunion a eu lieu, était-ce dans le bureau même où vous aviez rencontré Pol Pot, Nguyen Choa et Son Sen plusieurs mois auparavant, après la mort de Laing? Était-ce exactement au même endroit? Réponse. Effectivement, c'était au même endroit. Question. De quoi a-t-il été question lors de cette réunion où étaient présents vous-même et d'autres secteurs du secteur 105, ainsi que Kesampan, Son Sen, Nguyen Choa et Pol Pot? De quoi a-t-il été question?
Réponse. À cette réunion, nous avons traité de certaines questions ayant trait à l'organisation des forces et des masses. Nous disions qu'il fallait éduquer les gens, les sensibiliser aux questions économiques, leur apprendre à être autosuffisants, et il fallait aussi renforcer la défense des zones frontalières. Question. À cette réunion, avez-vous porté à l'attention des dirigeants de Phnom Penh les activités du secteur 105? Et réponse, non. Je leur ai seulement fait rapport sur la situation générale économique et sur aucune autre question parce que nous n'avions pas d'informations à ce sujet. Let me just clarify. Question, pour que les choses soient bien claires. Est-ce que vous avez dit que vous aviez fait rapport sur certaines questions en rapport avec le secteur 105, ou bien est-ce que vous dites que vous n'avez signalé absolument rien concernant ce qui se passait dans ce secteur? Le président. Témoin. Veuillez attendre. Nous allons entendre l'objection de la défense. Je vous en prie, maître. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que la question est répétitive. Le témoin vient d'y répondre. L'accusation. Simplement, la réponse n'était pas claire. J'ai demandé au témoin de préciser s'il avait fait rapport sur différentes questions. Le président. L'objection est rejetée. Le témoin doit répondre à la dernière question. Le témoin. Pouvez-vous répéter la dernière question? Je ne l'ai pas bien comprise. Question. Je vous demandais des précisions. Est-ce que vous avez porté à l'attention des dirigeants la situation du secteur 105 à cette réunion? Réponse. À cette réunion, nous avons fait rapport principalement sur les moyens de subsistance, la production annuelle de riz, et nous avons aussi fait rapport sur la quantité de nourriture disponible. Je veux souligner que nous avons principalement fait rapport sur les conditions de vie et les moyens de subsistance de la population du secteur. L'accusation. Merci. Avez-vous été convoqué à la réunion parce que des événements inhabituels s'étaient produits? Ou bien s'agit-il d'une réunion routinière à laquelle vous étiez convoqué pour faire rapport sur vos activités? Était-ce une réunion périodique ou bien une réunion convoquée du fait d'une particularité de la situation du moment?
Je n'ai pas compris la question. Je ne sais pas de quelle réunion vous parlez. Pouvez-vous simplifier la question? Question. Oui. Y avait-il des réunions périodiques auxquelles vous deviez assister à Phnom Penh pour faire rapport aux dirigeants sur la situation du secteur? Réponse. Quand je suis venu dans ce secteur, j'y suis resté pendant 2 mois et j'ai fait rapport sur les conditions de vie de la population, en indiquant s'il y avait assez à manger dans le secteur. J'ai présenté des rapports à différentes occasions. Nous devions faire rapport principalement sur la situation économique, les conditions de vie et rien d'autre. On nous a demandé des informations sur d'autres activités, mais nous ne savions pas grand-chose à ce sujet, et donc nous ne faisions pas rapport là-dessus. L'accusation. Merci. Hier, vous avez dit à mon confrère que vous aviez rencontré pour la première fois que Sampan, sous le régime du Kampuchea démocratique. Vous venez de nous parler d'une occasion à laquelle vous l'avez rencontré. Y a-t-il eu d'autres occasions entre avril 1975 et janvier 1979 où vous auriez vu que Sampan? Réponse. J'ai vu que Sampan, lorsque j'ai participé à cette réunion, je ne le connaissais pas bien à l'époque. Quand j'ai assisté à cette réunion, j'ai fait sa connaissance. Did you used to Question. Est-ce que vous parliez à Khieu Samphan de questions économiques lorsque vous alliez à Phnom Penh participer à des réunions? Réponse. Oui. Je lui ai parlé de questions économiques. Nous demandions du matériel et des denrées, par exemple du sel ou des vêtements pour la population. Et nous avons aussi traité d'autres questions et nous avons bavardé ensemble. Question. À quelle réunion est-ce que vous voyez Khieu Samphan et discutiez avec lui de questions économiques? Et à quelle réunion demandiez-vous du ravitaillement? À quel type de réunion? Réponse. C'était à la même réunion que celle dont je vous ai déjà parlé. Question. Lorsque vous dites que vous demandiez des vêtements et d'autres denrées à Khieu Samphan, s'agissait-il de demandes écrites? Réponse. Au cours des discussions, rien ne se faisait par écrit. Nous l'informions seulement des pénuries et nous soumettions cela à son attention. C'est tout. Question. Comment saviez-vous que
c'était à queue sans pan qu'il fallait s'adresser pour demander ce genre de bien. Réponse. Parce qu'à l'époque, je savais qu'il était président du Présidium de l'État. Question. D'après vos souvenirs, combien de fois avez-vous bavardé de questions économiques avec queue sans pan, ou combien de fois lui avez-vous demandé des marchandises? Réponse. Une seule fois. Je n'ai eu qu'une fois l'occasion de bavarder avec lui. Le président. Merci. Monsieur le témoin Sao Saroun. Vous avez dit que vous souhaitiez déposer seulement durant la matinée, en raison de votre état de santé. Est-ce que vous confirmez que vous n'êtes pas en mesure de déposer cet après-midi? Le témoin, effectivement. Le président. Monsieur Saosaroun, votre déposition n'est pas encore terminée. Compte tenu de votre état de santé, la Chambre ne va pas vous entendre cet après-midi. Votre déposition reprendra le lundi 11 juin 2012. Vous êtes donc cité à comparaître le lundi 11 juin 2012 pour la poursuite de votre déposition. L'audience commencera à 9 h du matin. Vous êtes ainsi convoqué, de même que votre avocat. Huissier d'audience, veuillez assurer la coordination nécessaire avec l'unité d'appui aux témoins et experts, de façon à ce que le témoin puisse rentrer chez lui et revenir au tribunal et être présent lundi dans le prétoire pour 9 h. La Chambre annonce aux parties que cet après-midi, nous allons entendre la déposition du témoin TCW 323. L'accusation pourra commencer l'interrogatoire. Après les questions du président. L'audience du matin touche à sa fin. Les débats reprendront à 13 h 30. La parole est à l'avocat qui la demande. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans la suite de la remarque que j'ai faite il y a quelques instants, je voudrais demander à la Chambre la permission de transmettre à l'unité de retranscription certains passages de l'audio des entretiens de ce témoin avec les enquêteurs du bureau des juges d'instruction. Il n'y en a pas beaucoup, mais nous avons repéré à plusieurs occasions que certains passages n'avaient pas été transcrits dans le PV d'audition ou qu'ils avaient été déformés au moment du passage depuis l'audio vers le PV d'audition. Et donc en application de votre mémorandum E142, je demande donc l'autorisation de pouvoir transmettre à l'unité de retranscription les passages que nous avons identifiés.
Le président. Oui, la parole est à la défense de Nunchia. Maître Pao. Non, c'est simplement pour annoncer que mon client aimerait pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire. Ça n'a rien à voir avec l'objection qui est sous. Je ne voulais pas interrompre, mais avant que vous suspendiez l'audience, je voulais informer la Chambre de cela. Le président. La Chambre est saisie d'une demande de Nunchia présentée par le biais de son avocat, par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience pour le reste de la journée. L'équipe de défense présentera immédiatement le document par lequel Nunchia renonce à son droit de participer directement à l'audience. La Chambre fait droit à la requête. Nunchia peut donc suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal, par moyen audiovisuel, pour le reste de la journée. Il a expressément renoncé à son droit de participer directement à l'audience. La Chambre exige de la part de l'équipe de défense de Nunchia de présenter immédiatement le document de renonciation. Portant sa signature ou son empreinte digitale. La Chambre rejoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire. Pour le reste de la journée. Et, garde de sécurité, veuillez conduire Nunchia et Kusampan à la cellule de détention temporaire du tribunal. Nunchia y restera cet après-midi dans cette cellule où les moyens audiovisuels lui permettent de suivre l'audience. Kusampan, quant à lui, doit être ramené au prétoire avant 13h30. L'audience est suspendue. Veuillez vous lever.